À partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 valeurs universelles, 5 valeurs fondamentales qui me paraissent vraiment importantes à incarner dans notre quotidien chaque fois que nous sommes confrontés à une crise, qu'il s'agisse d'une crise personnelle ou une crise collective. Alors allons-y aujourd'hui pour la première valeur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 64 du 16 novembre 2020. Et malgré le froid de canard qu'il fait aujourd'hui, puisqu'il fait 2 degrés pour l'instant, j'avais vraiment envie de continuer à vous offrir des paysages de nature pour vous encourager à continuer à vous connecter avec la vibration de Pachamama, de la terre-mère, comme disent les Amérindiens, et de vous offrir donc une série de 5 conversations d'affilée, vous présentant donc 5 valeurs universelles qui me paraissent vraiment essentielles si nous voulons traverser le plus sereinement possible toute situation de crise. Et donc je ne parle pas uniquement de la crise que nous vivons actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo, puisque peut-être que vous allez voir cette vidéo dans 2 ans, dans 3 ans, donc en 2023, 2024, 2030, je n'en sais rien. Mais ça me paraissait vraiment important d'attirer votre attention sur ces 5 valeurs. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé à vous partager certaines valeurs ? Eh bien, c'est parce que tout simplement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, lorsqu'on est en crise, nous sommes dans une opportunité de réévaluer notre vie et la manière dont nous vivons, la manière dont nous nous comportons. Je rappelle qu'en grec, crise, ça vient du verbe krinein qui veut dire discerner, qui veut dire réévaluer. Et c'est vrai que lorsqu'on vit une crise de couple, eh bien, c'est l'occasion de réévaluer la manière dont on entretient la relation avec son ou sa partenaire. Quand on vit une crise économique, c'est l'occasion normalement de réévaluer la manière dont on gère les finances d'un pays, dont on gère le commerce international, etc. etc. Quand on vit une crise au niveau de l'éducation de nos enfants, une crise avec nos enfants ou nos adolescents, c'est peut-être l'occasion de réévaluer la manière dont on se comporte avec nos enfants ou avec nos adolescents. Voilà, et on pourrait multiplier les exemples. Donc, pour moi, une crise, c'est chaque fois une opportunité de réévaluer quelles sont les valeurs, puisque réévaluer, c'est donc vérifier quelles sont nos valeurs selon lesquelles nous nous comportons. Et ça, c'est aussi un autre élément que je voulais mettre en avant de vous parler de cette première valeur que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est que une valeur, elle ne se vérifie, elle ne devient crédible chez vous qu'à partir du moment où elle se traduit concrètement, de façon visible, de façon observable, à travers vos comportements. J'aurais beau dire qu'une de mes valeurs, par exemple, c'est l'honnêteté, c'est une valeur parmi beaucoup d'autres que l'on pourrait avoir, mais si chaque fois que je me rends compte que quelqu'un dans un commerce, par exemple, fait une erreur en ma faveur et que je ne dis rien, j'aurais beau essayer de faire croire à la personne qui est témoin de cela que pour moi, une valeur importante, c'est l'honnêteté, mon comportement contredit ce que je suis en train d'essayer de mettre en avant au niveau de ma valeur d'honnêteté. Ça va? Et donc, c'est là que la réévaluation va se faire. Ce n'est pas tellement de savoir c'est quoi mes valeurs dans la vie, parce que ça, c'est assez facile à répondre, mais c'est est-ce que je suis en cohérence avec les valeurs que je prône, que je mets en avant, que je dis être celles qui sont importantes dans ma propre vie. Bien. Alors, quand on est dans une crise personnelle ou dans une crise collective comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, eh bien,
on peut se demander aussi, qu'est-ce que moi j'ai comme valeur en tant qu'individu qui permettrait à l'ensemble de la communauté dont je fais partie, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté humaine, de sortir de la façon la plus noble possible, de la façon la plus enrichissante possible, en sortant du problème par le haut plutôt que de sortir de ce problème par le bas. Quelles sont les valeurs que j'aimerais incarner et qui pourraient être d'une quelconque utilité pour toutes les personnes qui sont en souffrance actuellement à cause de cette crise et à cause peut-être du fait qu'elles ont moins de ressources sur le plan psychologique ou sur le plan spirituel pour traverser la tempête en toute sérénité. Et la première valeur à laquelle j'ai pensé, c'est la valeur de respecter ce que j'appelle l'élan vital. Pour moi, c'est ça, peut-être la valeur première que nous devrions examiner et que je vous invite à examiner pour voir si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, si c'est quelque chose qui pourrait vous aider non seulement à rester centré, à rester serein. C'est une image que j'avais déjà utilisée dans une de mes anciennes conversations du lundi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais amené une roue de vélo dans mon bureau et je vous avais montré que finalement, le but du jeu, si nous voulons être utiles dans une situation de crise, c'était d'être le plus possible au moyeu de la roue pour pouvoir justement être un phare, d'être un élément de repère, un élément de soutien pour les personnes qui, elles, n'ont pas cette possibilité et sont plus à l'extérieur de la roue et sont en train d'être entraînées par les événements. Alors, l'élan vital, le respect de l'élan vital, pour moi, c'est quelque chose, ce sont des comportements qui se mettent en cohérence avec ce que la vie nous enseigne. Et en marchant dans cette partie de forêt que je fréquente moins souvent que d'habitude, j'étais frappé de voir le nombre de rochers, qui est une matière minérale, dont on pourrait dire que c'est une matière qui est sans vie, et pourtant ce qui est fascinant avec la roche, c'est que malgré tout, à partir de la roche, il est possible de voir se développer d'abord du lichen. Donc le lichen, c'est cette matière fabuleuse qui va s'accrocher dans tous les interstices de la roche et qui va permettre, dans un deuxième temps, à des mousses de s'implanter au-dessus du lichen. Et la mousse, c'est quelque chose qui est un principe encore plus vivant que le principe du lichen. Et une fois qu'il y aura suffisamment d'épaisseur de mousse, ce qui se passe, c'est que cette mousse va pouvoir petit à petit accueillir des graines d'arbres qui vont se déposer dans ce milieu mousseux et qui vont petit à petit peut-être croître et faire un petit arbre. Et au fur et à mesure que cet arbre va grandir et va faire des racines dans la mousse, en coopérant avec les racines, va offrir quelque chose de plus en plus épais à cet arbre qui est en développement. Et très curieusement, après quelques dizaines d'années, vous allez voir une forêt pousser sur de la roche qui était nue et dont on aurait dit que jamais, au grand jamais, on aurait pu voir de la vie s'épanouir. Un autre exemple que je voudrais vous donner, qui est très très loin de là où je me trouve, c'est que des déserts comme le désert du Sahara par exemple, peut très bien à la faveur d'une pluie qui parfois n'arrive qu'une fois tous les 10 ans, révéler en quelques heures une végétation absolument luxuriante où toutes des plantes dont les graines étaient restées là en attente depuis des années, toutes les plantes vont tout à coup surgir de ce désert dont on croyait qu'il était complètement mort. Et ça, c'est sans compter tous les petits animaux, tous les animalcules et puis les animaux plus importants qui sont capables de continuer à vivre dans des milieux très arides. Donc en fait,
On pourrait se demander, mais c'est quoi finalement le respect de l'élan vital? Le respect de l'élan vital, c'est respecter les lois de la nature, c'est respecter les lois du vivant. Et ces lois du vivant, ce sont des lois qui sont finalement très simples. Ce sont des lois qui mettent en valeur, par exemple, la coopération. Hein, c'est ce qu'on voit, je dirais. Il suffit d'ouvrir les yeux au niveau de la nature pour se rendre compte que énormément de végétaux, énormément d'arbres sont en coopération les uns les autres. J'imagine que vous le savez que les arbres entre eux vont communiquer via leurs racines, via les mycéliums, et ils vont non seulement échanger des sels minéraux, ils vont échanger aussi de l'eau, c'est-à-dire que les arbres qui sont plus proches de milieux riches en eau vont communiquer via les racines et via les mycéliums de l'eau aux arbres qui en manquent parce qu'ils sont plus éloignés de la source d'eau. Inversement, les arbres qui sont plus proches de minéraux vont envoyer, via toujours ce réseau de mycélium, des ressources de sels minéraux pour que les arbres qui sont dans des terrains plus pauvres en sel vont en bénéficier et pour continuer à croître et à s'épanouir. Et je dirais que malgré tout ce qu'on nous a fait croire depuis des siècles, ce n'est pas vrai que le vivant est régi par le struggle for life, la lutte pour la survie, mais le vivant est beaucoup plus régi par des lois de coopération, parce que si ces lois de coopération n'avaient pas existé depuis longtemps, eh bien, je pense que l'espèce humaine et tout le vivant auraient disparu depuis longtemps de la planète. Une autre loi du vivant, c'est la loi de négantropie. Alors la loi de négantropie, c'est le contraire de la loi d'entropie. La loi d'entropie dit que tout système mort aura tendance, si on ne lui attribue pas, si on n'investit pas de l'énergie et du travail, toute loi du vivant va aller vers le chaos, va aller vers le désordre. C'est ce qu'on appelle l'entropie, c'est une des lois de la thermodynamique que l'on apprend dans les cours de physique. Ce qu'on apprend moins dans les cours de physique, que j'ai suivis à l'université, c'est que le vivant, lui, est capable de lutter contre l'entropie, justement, de lutter contre cette tendance que l'univers mort a à aller de plus en plus vers le désordre. Et c'est comme cela que tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes traversés par des énergies de vie, eh bien, nous allons avoir des forces de négantropie, c'est-à-dire des forces qui vont lutter contre le désordre pour continuer à ordonner notre corps, ordonner nos cellules, ordonner nos différents systèmes vitaux, de telle sorte que nous sommes capables, malgré le fait que nous sommes dans un système qui va de plus en plus vers le chaos, de rester dans une forme d'ordre et d'auto-organisation. Respecter les lois du vivant, c'est aussi respecter les lois d'harmonie. C'est à partir du moment où des êtres humains sont capables d'être en harmonie avec leur environnement, avec les animaux qui les entourent, avec les autres êtres humains, que l'on peut véritablement construire quelque chose. Chaque fois que cette harmonie est brisée, chaque fois que cette loi d'harmonie est brisée, c'est là qu'interviennent les guerres, c'est là qu'interviennent les conflits, c'est là qu'interviennent les dissensions. Et donc, c'est très simple pour moi. Si on veut traverser de façon la plus sereine possible les chaos des crises, que ce soit des crises individuelles ou collectives, nous allons devoir voir comment nous pouvons être le plus en harmonie possible, y compris être en harmonie avec ce qui est dissonant autour de nous. C'est-à-dire que moins nous allons résister au chaos, à l'agression, à la dissension, plus nous allons être capables de garder notre centre immobile et de garder notre centre dans cette dynamique du vivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de comportement? Parce que bon, ça, ce sont des lois pour l'instant, ça, ce sont des beaux principes, c'est ce qu'on pourrait appeler des belles valeurs, mais comment est-ce que nous allons traduire, comment est-ce que nous pourrions traduire ces valeurs en comportement? Eh bien, pour moi, c'est très simple. Un des premiers comportements que l'on pourrait mettre en avant, et vous allez remarquer d'ailleurs que la plupart de ces comportements sont des comportements qui reflètent beaucoup plus les lois du féminin que les lois du masculin. Et c'est vrai que la plupart, je dirais dans toute l'histoire humaine, qui a déclenché des guerres? Essentiellement, ce sont les mâles.
Hein, ce ne sont pas les femelles, ce sont les mâles qui ont déclenché la plupart du temps les guerres. Je rappelle quand même que ce sont les femmes qui portent les bébés, ce sont les femmes qui donnent la vie. Les hommes, ils n'y sont pas pour grand-chose, ils donnent juste une information génétique qui vont constituer 50% de l'information génétique du fœtus, qui va devenir par la suite un bébé, si les femmes sont capables de respecter le vivant à l'intérieur d'elles. Mais les hommes, à part ça, je dirais qu'ils ne font pas grand-chose, hein, il faut quand même le reconnaître. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai refusé de faire mon service militaire à une époque où les jeunes garçons, c'est-à-dire les jeunes hommes, étaient obligés de faire leur service militaire pour la patrie. Eh bien, moi, je me suis déclaré objecteur de conscience et c'est un choix que je n'ai jamais regretté parce que pour moi, c'était être en cohérence avec ce que je pressentais depuis mon adolescence comme étant nécessaire si je voulais respecter l'élan vital. Donc vous voyez que pour moi, ça fait 40 ans que j'ai des comportements qui sont en cohérence avec le respect de l'élan vital. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je me sens plus à l'aise en ayant des longs cheveux que des cheveux courts, parce qu'effectivement, je n'entre pas tellement dans l'archétype du mâle dominant machiste. Bon, donc, en termes de comportement, le premier comportement qui me paraît être un comportement effectivement qui met en valeur les valeurs féminines, c'est des valeurs de protection, de protéger le vivant. D'ailleurs, quand on est dans un conflit armé, le réflexe des femmes et des grands-mères, c'est de protéger les enfants, c'est de protéger ce qu'il y a de plus précieux. Des mères de famille seraient prêtes à sacrifier leur vie pour que leurs enfants, pour que leur progéniture puissent avoir des chances de survie dans un conflit armé. De la même façon que dans un conflit conjugal, les femmes vont beaucoup plus être préoccupées par le sort qui va être réservé aux enfants qui sont nés de cette union qui est en train de prendre l'eau de toutes parts, beaucoup plus que les hommes. Et combien d'hommes, dans une situation de rupture, disparaissent du jour au lendemain, ne donnent plus signe de vie, ne payent pas leur pension alimentaire, etc. Mais pour moi, c'est à travers des comportements comme cela que l'on va voir si un homme honore le principe du respect de l'élan vital ou non. Ce n'est pas à travers les grandes déclarations en disant « mes enfants, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie ». Oui, ok, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour protéger tes enfants, pour protéger la croissance de tes enfants ou de tes adolescents? Autre comportement qui peut traduire de façon très concrète le respect de l'élan vital, c'est de rester dans un principe de fluidité. Pour moi, la fluidité, c'est vraiment quelque chose qui fait aussi partie de la vie. Je l'ai dit très souvent dans l'Académie de la vie en mouvement, pour moi, la vie, c'est le mouvement et le mouvement, c'est la vie. À partir du moment où on se coince dans une rigidité, eh bien, on commence à ne plus être dans le respect de l'élan vital qui est en nous, qui est en chacun de nous. À partir du moment où on commence à être dans la rigidité vis-à-vis des gens avec qui on est en relation, c'est là où nous commençons à bafouer cette valeur du respect de l'élan vital. Autre comportement qui peut traduire ce respect de l'élan vital, c'est l'écoute mutuelle. C'est à partir du moment où je suis capable d'écouter l'autre avec bienveillance, même si l'autre ne partage pas les mêmes croyances, les mêmes religions, les mêmes convictions que moi, que je respecte l'élan vital. Parce que la vie, c'est la coopération, beaucoup plus que la compétition, que la guerre. En faisant la guerre, tôt ou tard, on détruit les deux camps. Et finalement, la guerre, ça a toujours été une situation de conflit perdant-perdant. Il n'y a pas un gagnant et un perdant. Oui, à un moment donné, on signe la paix parce qu'il y a un des deux qui n'en peut plus. Mais finalement, qui est gagnant? Est-ce que le Vietnam a été perdant dans la guerre du Vietnam et est-ce que les Américains ont été gagnants dans la guerre du Vietnam? Je ne pense pas. Quand on regarde le nombre de millions de morts, je rappelle que la guerre du Vietnam a causé quand même au minimum, au niveau des estimations, 2 à 3 millions de civils et de militaires.
dans les deux camps. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de Vietnamiens qui sont morts d'Américains, mais il y a quand même plusieurs centaines de milliers de soldats américains qui sont morts dans cette guerre qui a pratiquement duré 20 ans. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un gagnant? Est-ce qu'on peut parler de gagnant chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'on refuse d'être dans l'écoute de l'autre? Je ne pense pas. Et donc, vous voyez, dans une crise comme celle du Covid-19, ou dans une crise conjugale, ou dans une crise économique, dans une crise de société commerciale, dans une crise entre parents et enfants, que vous soyez dans la posture de l'enfant ou dans la posture du parent, chaque fois que vous refusez d'être dans l'écoute, chaque fois que vous refusez cela, eh bien, vous ne respectez pas cette valeur de l'élan vital. Autre comportement encore, c'est le respect, pour moi, qui est vraiment fondamental, le respect de la biodiversité. C'est ça qui fait que pour l'instant nous sommes dans une impasse au niveau de l'agriculture intensive, c'est qu'au fur et à mesure que l'on a sélectionné des graines, au fur et à mesure que l'on a sélectionné les animaux pour ne prendre que les plus performants, c'est là que les graines ont été de plus en plus fragilisées et de plus en plus à la merci de maladies qui, une fois que la maladie arrive dans un champ, va décimer des centaines d'hectares parce qu'on n'a plus qu'une seule variété de graines. Même chose dans les élevages intensifs, les élevages industriels de porcs, de poulets, etc. Comme on a sélectionné une seule race de porc parce que c'était la race la plus productive, eh bien, on n'a pas respecté l'élan vital, on n'a pas respecté cette loi du vivant qui est une loi de coopération, qui est une loi de diversité. Et c'est là qu'on se rend compte que quand il y a une épidémie, ce qu'on appelle chez les animaux une épizootie, eh bien, à partir du moment où il y a une épizootie, eh bien, c'est tout le cheptel. Ce sont des milliers, ce sont des dizaines de milliers, ce sont des centaines de milliers de poulets, de porcs, de vaches, de bœufs que l'on est obligé de sacrifier parce qu'on n'a pas respecté la loi du vivant. Donc, je dirais que c'est la même chose. De nouveau, si je reviens à la crise du Covid-19, à partir du moment où on impose à toute une population une seule directive, qui est la directive du confinement, qui est la directive de la vaccination pour tout le monde, qui est la directive du masque pour tout le monde, eh bien c'est là qu'on commence à bafouer et à tuer ce qui est vivant dans une population humaine. Une autre dimension en termes de comportement pour respecter l'élan vital, c'est aussi le respect de l'autonomie du vivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on refuse que chaque individu trouve la meilleure solution pour lui pour sortir d'une crise, c'est-à-dire à partir du moment où on refuse et on ne reconnaît pas la capacité de chaque être vivant à être créatif, à être créateur de sa vie pour pouvoir traverser une crise de la meilleure façon possible, c'est-à-dire à partir du moment où on ne fait plus confiance dans le vivant qui se trouve en chacun de nous, eh bien c'est là qu'on commence à courir vers des catastrophes. Et dernier comportement, je pourrais encore en citer beaucoup d'autres, mais je vous laisserai réfléchir justement à quels sont les comportements qui, chez vous, pourraient traduire concrètement dans votre quotidien ce respect de l'élan vital, et ça m'intéressera bien entendu de vous lire sous cette vidéo. Alors, dernier comportement, c'est ce que j'appelle la reconnexion avec la nature, la reconnexion avec les autres êtres vivants, la reconnexion avec les animaux, la reconnexion avec les plantes. C'est d'ailleurs pour cela que pour l'instant, en novembre 2020, je vous propose des sessions de syntonisation les uns avec les autres et de syntonisation avec la nature et avec la vibration de la terre-mère, parce que c'est à partir du moment où nous acceptons d'être connectés les uns les autres, c'est à partir du moment où nous nous donnons la main les uns les autres pour nous soutenir les uns les autres que nous sommes capables de passer à travers une crise. Sinon, nous sommes perdus. Comme le disait Pink Floyd dans une de ses chansons, « Together we stand, divided we fall ». Ça veut dire « Together we stand », ça veut dire « ensemble, nous tenons le coup ». « Divided we fall », divisés, nous tombons. Eh bien, c'est ça
que nous risquons si nous décidons de nous mettre dans une dynamique du chacun pour soi et de nous déconnecter de la nature, des animaux, des plantes, des autres êtres humains. Si nous croyons que nous allons nous en sortir seuls, eh bien ça, c'est une grande illusion. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant? Et c'est là où je vous invite vraiment à commencer par réveiller le vivant en vous. Puisque je dirais que avant de vous reconnecter aux autres, à la nature, aux animaux, aux plantes, etc., eh bien, la meilleure chose que vous puissiez faire dès à présent, et je vous invite à le faire dès maintenant, c'est à vous reconnecter avec le vivant qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour réveiller cette protection de vous-même, cette fluidité à l'intérieur de vous, cette spontanéité à l'intérieur de vous, cette écoute. Avant d'écouter les autres, réapprenez à écouter ce qui est vraiment vivant à l'intérieur de vous. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui respecte le vivant en moi? Quels sont les comportements qui feraient que je respecte le vivant à l'intérieur de moi? Et donc, plutôt que d'écouter les directives qui viennent de l'extérieur, plutôt que d'écouter les conseils qui vous viennent de l'extérieur, que vous viviez de nouveau une crise individuelle ou une crise collective, c'est d'écouter quelle est votre vérité. C'est comme ça que vous allez, je dirais, respecter l'élan vital à l'intérieur de vous. De voir comment est-ce que vous êtes dans une démarche de biodiversité à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que c'est très intéressant justement de sortir de la monopensée, d'une pensée monolithique. Je suis assis pour l'instant sur une pierre, c'est ce qu'on appellerait un monolithe, lithos en grec ça veut dire la pierre. Et bien justement, comment est-ce que je pourrais cultiver une diversité de pensées? Comment est-ce que je peux supporter de nouveau à l'intérieur de moi différentes opinions qui me permettent d'être plus large au niveau de mon horizon de pensée? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que je peux aussi recréer plus d'autonomie et de pouvoir créateur de ma propre existence? C'est vraiment à cela que je vous invite à, pendant cette semaine peut-être, c'est de voir comment vous pouvez développer ce respect de l'élan vital à l'intérieur de vous. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, à part partager cette vidéo, la reposter sur vos pages Facebook et vos pages YouTube, ce que je vous demande vraiment de faire, c'est d'écrire sous cette vidéo ce qui a résonné à l'intérieur de vous et comment concrètement, vous-même, vous avez l'intention, si cette valeur évidemment vous parle, parce que si elle ne vous convient pas, sachez que dans les 4 prochains lundis, je vous parlerai d'autres valeurs. Alors je ne sais pas si je serai encore dans la nature, parce que là mes mains sont quasiment gelées, mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est si cette valeur vous a parlé, eh bien d'écrire sous cette vidéo à travers quel comportement cette valeur de respect de l'élan vital se traduit chez vous. Alors, prenez bien soin de vous et je serai très très heureux de vous retrouver, si c'est encore le cas, parce que de nouveau, je ne sais pas si c'est en 2020 ou en 2025 que vous m'écoutez, mais en tout cas, je serai très très heureux de vous accueillir pour une nouvelle session de syntonisation comme je le fais actuellement tous les mercredis et tous les samedis soirs à 20h heure européenne et à 14h heure du Québec. Alors, à très bientôt et prenez bien soin de vous une nouvelle fois.